Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Je sais qu'il y a un courant anti-Disney ces temps-ci, ils ont ruiné le cinéma populaire avec les films formatés du MCU, ils ont ruiné Star Wars avec les 2 suites. J'ouvre une parenthèse dans la parenthèse pour dire que c'est un courant de pensée que j'observe mais que je ne partage pas parce que j'ai adoré le MCU et les suites de Star Wars et on est là pour parler de ça, alors tu fermes ta gueule. Mais s'il y a un point sur lequel la plupart des gens s'accordent, c'est que quand ils adaptent un bouquin en dessin animé, ils gèrent. Il gère dans la stratosphère, d'accord? On est devenu complètement pourri gâté dans notre façon de consommer du divertissement. J'aime pas la fin de Game of Thrones, alors je vais faire une pétition! Mais les dessins animés Disney et par extension Pixar accomplissent l'exploit de maintenir la tête hors de l'eau salée, celle des critiques populaires. Et avec les histoires de base avec lesquelles ils travaillent, c'est pas évident, mon copain. C'est pas évident. Tu me crois pas? Voilà 20 horribles histoires originales adaptées en dessin animé par Disney. C'est assez délicat de parler de l'histoire originale de la Reine des Neiges parce que Disney l'a très librement adaptée, mais on peut les remercier d'avoir fait du personnage éponyme autre chose qu'une immense connasse. La Reine des Neiges, dans le bouquin d'Anderson, non seulement elle est pas humaine, mais en plus elle kidnappe Kai, l'ami d'enfance de Gerda, le personnage principal, et elle lui lave le cerveau pour lui faire écrire Éternité avec de minuscules morceaux de glace pour le faire se libérer d'une malédiction qui le change lui-même en glace. On va également remercier Disney de nous avoir épargné le personnage de la fille des brigands. Je la cite parlant de son reine. Tous les soirs, je lui caresse le cou avec mon couteau aiguisé. Il en a une peur terrible. Elle prit un couteau dans une fente du mur et le fit glisser sur le cou du pauvre reine qui ruait, mais la fille des brigands ne faisait qu'en rire. Libéré, délivré. Merci Disney pour Sven. La version originale d'Aladin est somme toute assez proche de l'adaptation Disney à quelques détails près. Le méchant n'est pas Vizir, mais un sorcier africain qui veut la lampe et seulement la lampe. Aladin n'a pas un génie qui exauce 3 vœux, mais 2 génies qui exaucent tous les vœux qu'il décide. Le sorcier africain meurt empoisonné à la fin et son frère venu le venger se fait tuer par Aladin, qui, je vous le rappelle, est plus ou moins tout puissant avec la lampe. Et surtout, la princesse Jasmine... Pardon, elle s'appelle pas Jasmine, la princesse... Badroul Boudour ne sert strictement à rien. La meuf, c'est un outil. Aladin l'achète pratiquement au sultan grâce au trésor généré par la lampe, et suivant le plan du héros, elle séduit le sorcier et le fait donc boire du poison. Merci Disney pour Jasmine. Un petit léger Blanche-Neige. C'est pas vraiment très différent de la version des Grimm. Un petit détail, la reine ne demande pas au chasseur de ramener le cœur de Blanche-Neige, mais ses poumons et son foie, et c'est pour les manger. Bon, chacun fait ce qu'il veut de ses vendredis soirs. Aussi, le prince ne réveille pas Blanche-Neige d'un baiser, non, c'est qu'en fait, il l'embarque, morte donc, et sur le chemin, le carrosse percute un caillou, et le morceau de pomme qu'elle avait dans la gorge est délogé, et du coup, elle se réveille. Et donc, évidemment, il se marie, bien sûr, et invite la reine pour la faire danser dans des sabots en fer brûlant jusqu'à ce qu'elle meure. Merci Disney pour avoir coupé avant le mariage. Tarzan n'est déjà pas une histoire super joyeuse, mais si je vous disais qu'il ne finit pas avec Jane en plus, vous allez voir, c'est une histoire géniale. Alors, les parents de Tarzan sont tués par Kerchak, le singe, et il est adopté par Kala. Il grandit, Kerchak veut tuer Tarzan, mais c'est Tarzan qui tue Kerchak. On est bien, on est posé. Kala est tué par une tribu africaine que Tarzan massacre. Enfin, on va peut-être se concentrer sur juste l'histoire de Tarzan et Jane, excusez-moi. Alors, Tarzan tombe amoureux de Jane, Jane tombe amoureuse de Tarzan, mais pas de chance, elle est fiancée à Clayton, donc... voilà. À la fin du bouquin de Riceboro, Tarzan apprend qu'il est le cousin de Clayton et qu'il le précède dans la hiérarchie, puisque Tarzan est un noble britannique, mais il renonce à son héritage pour pas foutre Jane dans la merde. Fin. Merci Disney d'avoir rendu l'histoire moins glauque. Et genre nettement moins raciste aussi. Je vous ai déjà parlé de Pocahontas, mais pour ceux qui n'ont pas écouté, dans le fond, je vais reprendre. Qu'est-ce qui est vrai dans Pocahontas? Alors, apparemment, elle a vraiment empêché l'exécution de John Smith en s'interposant entre son père et lui. Enfin, on le sait que de John Smith lui-même, qu'il a écrit dans ses mémoires de 1624. Bizarrement, il avait oublié ça dans ses autres rapports entre 1607 et 1724. Genre, il s'en est rappelé que quand Pocahontas est devenu célèbre. C'est marrant, hein. Bref, c'est sans doute aussi faux que tout le reste du dessin animé.
Pocahontas avait genre 12 ans quand elle a sauvé, entre guillemets, avec les doigts, John Smith. Elle a été capturée par les colons vers ses 15 ans. Elle a décidé de rester avec eux par la suite. Elle a épousé un planteur de tabac vers 16 ans. Et elle a eu un fils avec lui vers ses 18 ans. Et elle est morte vers 20. Et Meiko est mort! Merci Disney de cracher à la gueule de l'histoire, hein, plus ou moins. Disney s'est permis une petite licence poétique avec Pinocchio. Ce n'est pas Jiminy Cricket, sa conscience. Non. Pinocchio éclate Jiminy, et c'est le fantôme du cricket qui lui sert de conscience. Le renard et le chat, présents dans le livre de Carlo Collodi et dans le dessin animé, volent l'argent de Pinocchio, mais, petit détail là aussi, ils essayent de le pendre! Et Geppetto attend 2 ans dans le monstre marin. La première fois que Pinocchio croise la fée bleue et qu'il lui demande de l'aide, elle lui répond qu'en fait, elle est morte et elle attend son cercueil. J'invente rien de ce que je suis en train de vous dire. Merci Disney, du coup, d'avoir calmé l'histoire de Pinocchio. On aurait pu se passer des gamins qui se transforment en ânes et qui sont vendus au cirque, mais bon, bel effort déjà. Vous croyez que la belle-mère de Cendrillon est une immonde mégère? En fait, dans la version de Giambattista Basile, Cendrillon, de son vrai nom Tsetsolia, est d'accord avec vous. Elle préférerait que son père épouse la gouvernante, qu'elle trouve plus gentille. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brise la nuque de sa belle-mère. Oui, je parle bien de Cendrillon. Seulement, pas de bol, la gouvernante et ses filles sont encore pires. Elle réduit Cendrillon en esclavage. Je vous passe l'histoire jusqu'au moment où Cendrillon perd son fameux soulier de verre, parce que le détail génial, là encore, c'est que dans la version des frères Grimm, cette fois-ci, les belles-sœurs de Cendrillon se coupent les orteils pour que leurs pieds rentrent dans la pantoufle. Mais le prince remarque le sang. Eh ouais, le gars il est là. Dis donc! Je me rappelle peut-être pas du tout de son visage, mais elle tenait debout sans pisser le sang, ça je me rappelle. C'est là que les oiseaux disent au prince que Cendrillon est juste à côté et que c'est sa chaussure. Oh, c'est adorable. Et les oiseaux en question bouffent les yeux des belles-sœurs au mariage de Cendrillon et du prince. Je vous jure que c'est vrai. Merci Disney d'avoir remplacé les oiseaux mangeurs d'yeux par Jack et Gus Gus. Quand Raider monte dans la tour de réponse, il ne la libère pas tout de suite. D'abord, il la tringle avec ferveur et elle tombe enceinte. Et c'est comme ça que la méchante sorcière sait qu'elle a eu une visite. Elle dit donc au prince... Oui, Raider est un prince, normalement. La méchante sorcière dit au prince qu'il ne reverra jamais réponse. Et, désespéré, il se jette de la tour et finit aveugle. Bon, pour être franc, réponse le soigne de sa cécité plus tard et ils finissent heureux et mariés et ils ont des jumeaux. Bon, mais quand même, merci Disney pour Maximus. Ça n'a rien à voir, mais juste je trouve ce personnage génial, donc merci. À la base, Mulan est un poème chinois, le saviez-vous? Et saviez-vous que Mulan perd la guerre, en fait? Et qu'à la fin, l'empereur, donc le méchant qui a gagné la guerre, du coup, l'empereur veut faire de Mulan sa concubine, et qu'elle préfère se suicider chez elle pour rejoindre son père dans la mort? C'est chouette, hein? Merci Disney d'avoir sauvé Mulan, pour la massacrer ensuite dans Mulan 2. Adapté du Dickens en dessin animé pour enfants, ça revient à faire un spectacle de marionnettes de la guerre du Vietnam. C'est osé. Dans Oliver Twist, Fagin n'est pas exactement le Fagin de Oliver et compagnie. Fagin utilise des enfants pour faire du pickpocket en échange de sa protection et malgré sa relative richesse, il se fout complètement des conditions de vie de ses protégés. Il provoque même la mort de Nancy, une de ses anciennes apprenties, en manipulant son copain Sykes, mais d'une façon générale, ils sont tous pires dans le livre de Dickens. Sauf Tito. Parce que Tito n'existe pas dans le livre de Dickens. Merci Disney pour Tito. Coquin de printemps fait partie de ces classiques d'animation Disney relativement méconnus. Il s'agit d'une compilation de 2 moyens-métrages et le deuxième reprend l'histoire de Jack et le haricot magique, mais avec Mickey, Dingo et Donald. Sauf que Mickey est un gentil et courageux personnage qui ne tape qu'un tout petit peu dans la bouffe du géant et ne lui prend que ce que Willy, le géant, avait déjà volé au départ. Jack, lui, pour employer l'idiome adéquat dans l'analyse du conte, c'est un immonde salopard. Quand il arrive devant la maison de l'ogre, c'est sa femme qui lui ouvre, personnage très sympathique qui propose à Jack de quoi manger et de le planquer pour ne pas que sa grosse gouelle de marée ne le découvre. Et ben Jack vole au couple un sac d'or, une oie qui pond des œufs en or et sa harpe d'or. Et dans le conte, la harpe appartient à l'ogre et c'est Jack qui la lui vole. Donc merci Disney d'avoir fait de Mickey le gentil de l'histoire. Et aussi d'avoir sauvé Willy, parce que dans le conte original, l'ogre tombe du haricot et meurt. Évidemment, tout le monde meurt. Et parlant de tout le monde meurt, est-ce que vous aimez Mowgli? Ouais, moi aussi j'aime Mowgli. J'aime moins Mowgli dans le livre de Rudyard Kipling, parce que ce Mowgli-là, il a tué Shere Khan en le faisant écraser par des buffles dans son sommeil.
Bon, déjà, c'est pas très Toltec, mais le mieux arrive après dans l'histoire de Mowgli. Buldeo, le chasseur du village humain, voit Mowgli parler avec des loups et pense que c'est un sorcier et qu'il faut le tuer, lui et ses 2 parents adoptifs dans le village humain. Les villageois torturent donc ses parents, Mowgli les sauve et jure de se venger du village. Globalement, il appelle tous ses amis animaux à saccager le village. Alors, à la demande de Mowgli et un peu par miracle, les animaux n'ont tué personne, mais les humains se retrouvent sans abri au milieu de la jungle sauvage. Donc bon, on va remercier Disney quand même de pas avoir fait de Mowgli un leader génocidaire. La plupart des gens voient déjà La Belle et la Bête comme une histoire un peu glauque, mais maintenant imaginez que la Bête demande très souvent à Belle de dormir avec lui. Ouais, mignon, hein. Non mais, ce que j'adore, c'est la fin du conte de Madame de Villeneuve. Donc, la Bête est sur le point de mourir, parce que la malédiction arrive à son terme, Belle se rend compte qu'elle est amoureuse et accepte d'épouser la Bête, et va donc dormir avec lui. Il s'endort avant de faire quoi que ce soit, soupir de soulagement général. Et au réveil, la Bête s'est transformée en prince. Oh... Qui a dit que c'était fini? Le prince ne se réveille pas. Belle essaye tout et n'importe quoi, mais rien ne marche. Elle reçoit la visite de la reine mère du prince et de la bonne fée. La reine n'apprécie pas que son fils épouse une roturière, donc elle s'oppose au mariage. Le prince se réveille, veut que la fée le retransforme en bête pour pouvoir épouser Belle, mais la fée dit « Mais pas la peine! La mère de Belle, en fait, c'est ma sœur, et elle a été engrossée par le roi du royaume d'à côté, qui est le frère de la reine de ce royaume-ci. Alors la méchante fée a pas aimé, elle a condamné la gamine à épouser une bête, elle a essayé de la tuer, alors on a enlevé l'enfant, on l'a filé à un marchand, la méchante fée a essayé d'épouser le roi, il a pas voulu, alors elle a essayé d'épouser son fils, mais lui non plus, il a pas voulu, donc elle l'a transformé en bête, et finalement, ça s'est plutôt bien goupillé, puisque vous vous êtes trouvés, mais bon, en un mot commençant, toi t'es une fée princesse, et vous êtes cousins et cousines. Putain, merci Disney. La petite sirène. Alors déjà, Ursula, elle est pas méchante, elle fait des affaires. La sirène ne tombe pas du tout amoureuse, elle veut une âme, pour avoir une vie après la mort. Sa grand-mère lui dit que pour avoir une âme, elle doit être aimée par un humain. Elle va donc demander des jambes à la sorcière de la mer pour chasser le raton. Cette dernière lui dit « Ok, mais 1, je vais te demander ta langue, merci. Et 2, tes jambes te feront atrocement mal chaque fois que tu feras un pas. » Le prince finit par épouser une autre femme. Donc, la petite sirène doit mourir. Je sais pas, écoutez, je ne sais pas comment ça fonctionne. Bref, les sœurs de la sirène vont donc voir la sorcière de la mer pour pas que ça arrive. Et elle leur dit, bah écoutez, c'est elle qui a merdé, donc moi je veux bien qu'elle meure pas, mais il faut qu'elle tue le prince alors. La petite sirène n'en a pas le courage et meurt sans avoir d'âme. Oui, souvent les gens simplifient en la petite sirène meurt à la fin du conte d'Anderson. Le vrai drame, c'est qu'elle fait tout ça pour avoir une âme et qu'elle meurt sans. Merci du coup Disney d'avoir donné une âme au personnage. Et Polochon aussi. Pour Peter Pan, je vais faire très vite. Peter et Wendy, chapitre 5. Le nombre de garçons vivant sur l'île peut varier, évidemment, selon qu'il leur arrive d'être tués, ou bien autre chose. Dès qu'ils semblent avoir grandi, ce qui est contraire au règlement, Peter les supprime. Fin de citation. Peter Pan tue des enfants. Merci Disney. Et merci Crochet pour tout ce que t'as fait. L'histoire originale de La Belle au Bois dormant par Giambattista Basile est un classique de ce genre de top, mais on va s'y replonger avec horreur une nouvelle fois, voulez-vous? D'abord, Thalia, la princesse, devient inconsciente à cause d'un rouet de façon totalement accidentelle. En fait, une tige de lin se coince sous son ongle, et du coup, elle perd connaissance. Non mais la vie de princesse, c'est plein de dangers insoupçonnés. Son père la met dans un château, le roi d'un autre royaume entre dans le château, voit Thalia inconsciente, du coup, il lui prend... Puis il part et il oublie la princesse. Cette dernière, toujours présumée morte, accouche de jumeaux. Et c'est l'un de ses enfants qui lui tête le doigt en tirant ainsi la fameuse tige de lin, bien sûr, et elle se réveille. Et c'est que le début de l'histoire. Ensuite, la femme du roi s'énerve, elle veut manger Thalia et les jumeaux. Enfin, merci Disney d'avoir rendu l'histoire plus simple et aussi d'avoir viré le cannibalisme. C'était pas nécessaire, je crois. Hercule. Par quoi je commence? Bon, d'abord, faut savoir que Hercule, dans la mythologie, c'est pas le mauvais gars, non, c'est plutôt... le gars débile. Le gars débile, impulsif, violent et très puissant. D'abord, il a tué Linos, son prof de musique, parce que ce dernier trouvait qu'Hercule jouait comme une tanche. C'était un accident, mais il l'a quand même tué. Quand Erginos, roi des Miniens, envoya ses hommes à Thèbes pour percevoir son tribut, Hercule leur arracha les oreilles et le nez, les leur attacha autour du cou et les renvoya au roi.
pas cool. Il a tué sa femme et ses enfants, bon, dans une colère folle provoquée par Hera, mais enfin quand même. Pour savoir ce qu'il a fait à Chiron, son mentor de centaure, je vous renvoie au point culture sur la mythologie grecque, mais globalement il a provoqué sa mort parce qu'il voulait boire du vin. Il a tué le roi Diomède en le donnant à bouffer à ses propres juments. Non, Hercule, c'est pas un personnage très très sympathique. Ah bien sûr, évidemment, il a trompé sa femme, c'est un violeur, enfin ça c'est des options de série dans le pack héros mythologique. Donc merci Disney d'avoir fait d'Hercule un héros moins mythologique et plus contemporain. Peut-être un poil trop contemporain. Vous me croiriez si je vous disais que la version animée de Rock Rookie est infiniment plus légère que la version bouquin ? Dans Le renard et le chien courant, les deux animaux ne deviennent jamais amis. Todd, le renard, provoque accidentellement la mort de Chef, le chien préféré du maître, qui se fait percuter par un train. L'humain devient à moitié fou et se jure de détruire Todd. Il dresse Copper, le chien, pour tuer toute la famille du renard, sa femme et ses enfants. Mais il n'arrive jamais à l'attraper lui parce que Todd est trop rapide. Cette obsession devient son seul réconfort, tandis que la ville commence à prendre le pas sur sa campagne. Il ne possède plus qu'un seul chien, et la traque de Todd est tout ce qu'il lui reste. Les deux animaux vieillissent, et après l'avoir chassé pendant une journée et une nuit entière, finalement, Todd, le renard, s'écroule, mort de fatigue. Copper s'écroule près de lui, proche de la mort également, mais le maître parvient à le guérir. Quelques mois plus tard, l'homme se rend compte qu'il n'a plus rien, et se laisse convaincre d'aller en maison de retraite où les chiens ne sont pas autorisés. Le roman se termine sur le maître décrochant son fusil du mur, entraînant Copper dehors. Le chien s'allonge et lui lèche la main avec confiance, totalement inconscient du destin qui l'attend. Fin. Merci Disney d'avoir fait du dessin animé exactement l'inverse du bouquin. Un jour dans les studios Disney, vous savez quel bouquin ce serait chouette qu'on adapte ? Notre-Dame de Paris! Rentre chez toi, Gary, tu es bourré. Alors pour commencer, Disney a gardé beaucoup de noirceur dans le bossu de Notre-Dame, et je ne peux pas vous parler de toutes les horreurs que Disney nous a épargnées, mais allez, un petit florilège. Esmeralda est la fille biologique d'une femme qui déteste les gitans, et dont on a échangé le bébé à la naissance contre Quasimodo. Donc oui, la femme qui abandonne Quasimodo est en fait la mère d'Esmeralda, qui ne l'apprend que quelques minutes avant de mourir. Esmeralda est amoureuse de Phébus, mais lui, pas du tout. Il a juste envie de se la faire. Et coup de bol, c'est possible, moyennant finance. Moins de bol, Frollo, jaloux à crever de Phébus, lui demande s'il peut rester à regarder les ébats. Et quand Esmeralda va pour accepter, l'archidiacre tue le capitaine de la garde. Et évidemment, à la fin, Quasimodo tue Frollo en le laissant tomber du haut de Notre-Dame, fou de rage, parce que son protecteur a fait tuer Esmeralda par pendaison. Et ensuite, on retrouvera dans les caves de Montfaucon les squelettes enlacés d'une femme et d'une créature difforme. C'est ça, Quasimodo a chopé le cadavre d'Esmeralda et est allé se laisser mourir en l'étreignant contre lui. Je pense que le studio n'a pas volé un petit merci, Disney. Les amateurs d'animation japonaise savent surtout que le Roi Lion est très inspiré du Roi Léo, un shonen d'Osamu Tezuka. Mais on passe aussi souvent à la trappe le fait que c'est surtout une adaptation d'Hamlet de Shakespeare. Et adapter du Shakespeare, c'est un peu comme adapter du Dickens ou adapter du Hugo, t'as plutôt intérêt à occulter le fait que tout le monde meurt. Alors, je vais utiliser les noms des personnages de Disney pour vous raconter l'histoire d'Hamlet. Mais donc oui, alors d'abord, Scar couche avec Sarabi et tue Mufasa. Son fantôme demande à Simba de le venger, mais d'épargner sa mère. Simba confronte sa mère, mais dans la violence de la conversation, tue Zazu, par accident. Pensant tuer Scar, parce que Zazu était caché derrière un rideau. Bref, Scar envoie Simba avec Timon et Pumba en Angleterre et demande au roi d'Angleterre de tuer l'héritier. Simba parvient à s'enfuir, mais qui c'est qui s'enfuit pas? Timon et Pumba qui meurent. Pendant ce temps, au pays, Nala devient folle et meurt également, noyée. Scar fait croire aux hyènes que c'est Simba qui a tué Mufasa. Parce que Mufasa est le père des hyènes dans cette version, ça marche pas très bien du coup, mais bon. Les hyènes défient Simba en duel, mais Scar a empoisonné leur épée, l'épée des hyènes. Sarabi, la mère de Simba, meurt empoisonnée accidentellement. Les hyènes blessent Simba mortellement, mais les protagonistes échangent leurs épées lors du duel, par accident, et Simba tue également les hyènes, qui révèlent au jeune lion que son meurtre était le plan de Scar, donc Simba a le temps de tuer son oncle avant de mourir. Non, Rafiki s'en sort par contre, parce que c'est lui qui raconte l'histoire. Donc je pense qu'on va tous prendre une petite seconde pour dire un très grand merci Disney de ne pas avoir ruiné notre enfance.
Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, mais vous, quelles sont les histoires originales atténuées par Disney que vous préférez? Partagez-les dans les commentaires, vous pouvez également y suggérer des thèmes pour les futures parenthèses. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Link the Sun en cliquant sur le cercle à droite. J'insiste dessus parce que chaque sortie de vidéo incite plus de gens à se désabonner qu'à s'abonner, donc si vous avez envie d'inverser la tendance, ce serait super. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je referme la parenthèse.